into. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va comprendre le concept des incoterms. Premièrement, pour cela, on va voir c'est quoi les incoterms. Deuxièmement, à quoi ça sert. Et troisièmement, comment peut-on les classifier. Bien sûr, il y en a plusieurs critères qu'on va les voir par la suite. Et finalement, je vais vous donner quelques remarques auxquelles il faut faire bien attention. Donc, commençons par la première partie, c'est quoi les incoterms. Donc, les incoterms désignent International Commercial Terms, c'est-à-dire les termes de commerce internationaux. Donc, ce sont des termes de vente qui définissent une série de règles pour l'interprétation des contrats commerciaux. C'est-à-dire, tout simplement, les incoterms définissent les droits et les obligations de chaque partie, à la fois l'acheteur et le vendeur. Donc, en termes de trois points. Premièrement, en termes de la répartition des prestations, c'est-à-dire qui fait quoi. Par exemple, au niveau de la manutention, qui va se charger de la manutention, du transport, de l'assurance, etc. Deuxièmement, la répartition des risques, c'est-à-dire qui est responsable en cas de dommage ou bien perte ou bien autre avarie. Et troisièmement, au niveau de la répartition des coûts, c'est-à-dire qui paie quoi. Et bien sûr, en termes du coût de transport, du coût de stockage, du coût de manutention, d'entreposage et les autres frais qui sont annexes. Deuxième point essentiel qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont mis au point par la Chambre de commerce internationale de Paris. Donc les premiers incoterms ont été mis en 1936. Et finalement, ce sont des termes qui changent, termes de vente qui changent chaque 10 ans. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'économie et l'évolution de l'économie et les exigences des entreprises à l'international comme au national. Passons maintenant au deuxième point. À quoi ça sert les incoterms? Premièrement, c'est de uniformiser les termes commerciaux. Donc, on a regroupé les termes les plus utilisés et les droits et les obligations les plus exigés par l'acheteur et le vendeur. On les regroupé dans un même cycle afin de éviter de reporter dans chaque contrat des clauses logistiques qui sont complexes. Deuxièmement, ils représentent un langage commun parce qu'ils sont utilisés par des entreprises à l'international et au national. Les mêmes incoterms sont utilisés partout. Et troisièmement, c'est de pouvoir bien négocier. Parce que lorsqu'on comprend bien la signification de l'incoterm, on peut bien négocier en tant que vendeur, on peut bien convaincre notre acheteur à l'utilisation d'un tel ou tel incoterm. Et finalement, ils sont libellés les clauses commerciales afin d'éviter tout litige d'interprétation. Donc, c'est une sécurité juridique. Parce que lorsqu'on met les incoterms, on les mentionne dans le contrat, donc chaque partie va comprendre qui sont ses droits et ses obligations. Donc, en cas de litige, on aura ce contrat-là qui mentionne les incoterms comme preuve. Donc, c'est comme une preuve, donc il assure une sécurité juridique. Et finalement, passons au troisième point, c'est au niveau de la classification. Donc, comme on avait dit au départ, il y en a 3 critères de classification essentiels. Premièrement, transfert du risque à l'international, c'est-à-dire le transport. Et ici, on va avoir les incoterms de vente au départ. On a la classe E, la classe F et la classe C. Ça veut dire quoi des incoterms aux ventes au départ? C'est-à-dire le vendeur, il ne va pas assurer les risques et les dommages à l'international. Il va assurer les risques de la marchandise seulement au niveau national, c'est-à-dire au pays de départ. Par contre, dans les ventes à l'arrivée, les incoterms de vente à l'arrivée, il va assurer les deux, c'est-à-dire les risques dans le national, dans son pays d'origine et à destination à l'international. Ici, on a la classe T.
Et Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, on va voir les incoterms 2020 plus détaillés avec les modifications qui ont été faites par rapport à 2010. Passons maintenant selon les critères des obligations du vendeur. On a une obligation minimum, ça désigne ici l'emballage, c'est la classe E. Deuxièmement, le transport principal et les non acquittés, c'est-à-dire le vendeur ne va pas payer le transport principal. On a ici la classe F, soit le transport principal qui est acquitté, donc c'est-à-dire il est payé par le vendeur, on a la classe C et la classe D. Et finalement, on a l'obligation maximum et on a un seul incoterm, c'est le DDP, c'est-à-dire l'obligation maximale que le vendeur va assurer le taux. L'acheteur, il ne va faire rien. Seulement, il va faire que le déchargement de la marchandise qui lui est arrivée. Donc, passons maintenant en termes de leur utilisation, c'est-à-dire les moyens de transport qu'on peut l'utiliser selon l'incoterm choisi, soit multimodaux ou principaux, donc on a 7 incoterms qu'on va les voir par la suite, et maritime exclusivement ou bien fluvial, on a 4 incoterms. Donc, passons maintenant aux remarques auxquelles il faut faire bien attention. Première remarque. Les incoterms, ils n'ont aucun caractère obligatoire. Donc, l'usage des incoterms, il est facultatif pour les parties, pour le vendeur et l'acheteur. On peut utiliser un incoterm et le mentionner dans le contrat comme on ne peut pas. Deuxièmement, ils sont modifiables si besoin. C'est-à-dire, lorsqu'on mentionne un incoterm au niveau du contrat, on peut saisir quelques mentions supplémentaires, c'est-à-dire quelques clauses à ajouter auxquelles ils vont faire une petite modification au niveau de l'incoterm. Troisièmement, les versions précédentes restent valables. On avait dit au départ que les incoterms, ça change chaque 10 ans, mais il faut bien comprendre que les versions précédentes, elles restent valables. Il suffit juste de mentionner la date comme suite. Donc, l'écriture valable au niveau du contrat, il faut premièrement mentionner incoterm CCI, Chambre de commerce internationale 2020 ou autre version utilisée, plus les 3 lettres indiquant l'incoterm qui est choisi, le sigle, plus le lieu d'effet. Le lieu d'effet ici, ça désigne, c'est-à-dire le lieu de destination qui est convenu, qui peut être un port, un aéroport, usine ou autre place. Plus les mentions complémentaires ou les restrictions éventuelles, c'est au niveau des clauses qu'on veut ajouter. Quatrième chose, ils sont utilisables à l'international, même au national, avec l'accomplissement des formalités douanières s'il y a lieu. Donc c'est facile. Et finalement, les incoterms ne définissent pas le transfert de la propriété, c'est-à-dire les marchandises, mais la répartition des prestations, des risques et des coûts. C'est la remarque auquel il faut faire bien attention lorsqu'on est au monde professionnel. Ça veut dire pas que on va utiliser les incoterms, c'est-à-dire à quel moment on va passer la marchandise à l'acheteur. Ça y est, on va pas être le propriétaire de la marchandise, donc ça désigne pas ça. Ça désigne la répartition, comme on avait dit au départ, les prestations, les risques et les coûts. Ce n'est pas le déplacement, donc il y en a un déplacement de la marchandise qui se fait directement du vendeur à l'acheteur, mais on va répartir les coûts, les prestations et les risques. C'est pas où va arrêter la marchandise, donc ça désigne pas ça. C'est la remarque auquel il faut faire bien attention. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les incoterms 2020, donc bien détaillés et très facile et explicatif, avec les modifications qui ont été faites par rapport au 2010. Donc à la prochaine vidéo.